Maintenant, on va laisser la parole à André Evette, qui va nous parler des berges. André Evette est chercheur à l'ISTEA. Bonjour à tous. Je tenais d'abord à remercier les organisateurs de m'avoir donné l'opportunité de présenter nos travaux ici. Donc effectivement, je vais vous parler de restauration de berges et d'innovation, de qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour restaurer les berges face aux changements qu'on rencontre. Donc on a un monde, vous savez tous, on est dans un monde en changement rapide avec une destruction des habitats. On imperméabilise et on artificialise la surface d'un département français moyen tous les 7 ans. Et on sait aussi qu'en écologie, il y a assez peu de lois. C'est débattu, mais il y a très peu de lois qui soient des vraies lois. Il y en a une, au moins, il peut y en avoir d'autres, mais il y a la loi Air Espèces, qui a été découverte en 1921, et qui stipule que le nombre d'espèces est relié à la surface des habitats. Donc on voit qu'il y a quand même il y a un peu un paradoxe entre artificialiser la surface d'un département tous les 7 ans et la loi Air Espèces, et en même temps vouloir enrayer la perte de biodiversité. Donc on voit que les stratégies quand même pour enrayer la perte de biodiversité ont un caractère incantatoire et irréaliste, puisqu'on détruit de la surface, alors que c'est sur la surface que les espèces s'expriment. Donc on a un changement des écosystèmes, avec un changement des conditions abiotiques, on en a parlé. On a des déclins d'espèces, des habitats, destruction des habitats, on a des nouvelles pathologies. Et puis on a l'arrivée de nouvelles espèces, dont les espèces exotiques envahissantes. Et tout ça va s'accélérer et s'accélère. Et puis parallèlement à ça, on a une évolution de la réglementation. Et on a donc une attente forte vis-à-vis des scientifiques pour accompagner cette mutation au niveau des gestionnaires, au niveau du terrain. Il y a urgence de trouver des solutions innovantes appliquées face à tous ces changements, notamment pour accompagner les maîtres d'ouvrage dans la séquence éviter, réduire, compenser, pour les mesures compensatoires. Et puis aussi pour savoir comment gérer ces nouveaux écosystèmes et comment gérer ces nouvelles espèces qu'on ne connaissait pas jusque-là et qui sont ici maintenant et qui nous posent un certain nombre de problèmes. Donc une des façons de traiter cette problématique, c'est de faire appel à des solutions basées sur la nature, qui permettent d'accroître le bien-être humain tout en promouvant la biodiversité. On sait aujourd'hui qu'il y a un effet positif de la végétation à la fois sur la santé physique et sur la santé mentale des êtres humains. C'est renseigné dans des très bonnes revues. C'est des solutions qui sont durables et économes en énergie. Alors, ce qui concerne le génie végétal pour la lutte contre l'érosion, dont je vais vous parler, historiquement, ce sont des techniques de construction fondées sur l'imitation des modèles naturels pour lutter contre l'érosion. Ça a été très développé par le passé. En France, au XIXe siècle, on avait vraiment de grosses connaissances dans ce domaine-là. Et puis, dans les Trente Glorieuses, on est passé, on est un peu le pays de l'inventeur du ciment. On est passé au génie civil, qui a apporté énormément de choses, mais qui a aussi beaucoup artificialisé nos cours d'eau. Et puis dans les années 80-90, on a redécouvert ces techniques, d'abord en Europe de l'Est, en Autriche, et puis même en France et en Suisse, ici, avec un guide qui est assez connu, qui date de 1994. Alors qu'est-ce que c'est le génie végétal? C'est dès 1841, on expliquait qu'il s'agissait de copier les modèles naturels, imiter la nature, en opposant habilement les forces de la vie organique à celles de la matière brute. Donc il y a la vie organique et la matière brute, dit avec des mots du XXe siècle, c'est on s'appuie sur les lois physiques de l'ingénierie, mais aussi sur les lois biologiques, en utilisant des plantes vivantes comme matériaux de construction. Et on peut aussi plus simplement dire que le génie végétal, c'est l'emploi de végétaux dans des ouvrages d'ingénierie construits pour traiter des problèmes liés à l'érosion et au glissement superficiel. Et si on est écologue et qu'on veut une définition qui soit plus en lien avec l'écologie, on peut dire qu'il s'agit d'outils pour passer des filtres ou des seuils abiotiques, comme par exemple des pentes fortes ou instables, avec des processus érosifs, et rétablir les trajectoires successionnelles sur ces sites. Donc le génie végétal, on peut dire aussi que c'est une approche interdisciplinaire,
hein, à la croisée de différentes disciplines. Tout d'abord, il y a bien sûr les sciences biologiques. On travaille avec des végétaux vivants, donc il faut connaître l'écologie, la botanique, la physiologie. Mais on travaille au contact avec l'eau également. Donc il faut avoir des connaissances en hydraulique et en hydrologie, notamment. Et puis il s'agit de construire des ouvrages. Donc pour construire des ouvrages, il faut connaître quelques règles d'ingénierie, la construction, savoir dessiner, etc. Mettre en place des ouvrages, diriger des engins. Mais on travaille également sur des sols, donc il faut faire aussi appel au sens du sol. Il faut que la pente tienne, il faut travailler sur la géotechnique, il faut que les plantes se développent. Donc il faut travailler aussi sur la pédologie. Et puis sur ces berges aussi, on a des droits particuliers qui s'expriment, donc il faut aussi respecter la loi. Donc il faut connaître le droit administratif, le droit de l'eau. Et puis il y a aussi des usagers, tout un certain nombre de parties prenantes. Donc on peut faire aussi appel au sens social. Donc tout un panel de disciplines que j'ai représenté ici par une petite fleur qui apparaîtra comme repère sur les disciplines qui sont appelées au fur et à mesure de mon exposé. Donc, pour récapituler, vous voyez ici un ouvrage juste après sa mise en place. C'est un ouvrage qui est fait pour protéger un enjeu. Donc on cherche à protéger durablement des enjeux humains. C'est un ouvrage fait qu'avec du végétal. Mais on cherche aussi aujourd'hui à restaurer des fonctions écologiques et récréatives. Vous voyez cet ouvrage 2 ans après, 5 ans après, 10 ans après. Donc 10 ans après, l'ouvrage est invisible. Alors, on a reconstitué une berge. Donc un ouvrage réussi, c'est un ouvrage qui disparaît. Donc la problématique de recherche sur laquelle on travaille, c'est de trouver un compromis entre la fixation des berges, donc la fonction de protection contre l'érosion, à l'aide de techniques d'ingénierie et le rétablissement des fonctions écologiques. À la fois lutter contre l'érosion, mais également restaurer les fonctions écologiques. Et on cherche à voir comment optimiser ces différentes fonctions et pour quel compromis entre elles. Et puis on cherche à connaître les structures fonctionnelles mécaniques et écologiques à même d'assurer durablement les services requis. On s'intéresse aussi aux trajectoires dynamiques et aux processus qui permettent d'y conduire. Voilà, donc c'est une démarche globale pour une recherche interdisciplinaire finalisée. Alors ces travaux-là, ils ont un caractère transdisciplinaire dans le sens où il y a plusieurs disciplines en lien avec les gestionnaires. Donc on peut parler d'une approche interdisciplinaire finalisée ou transdisciplinaire. Et puis ce qu'on professe, ce qu'on produit, ce sont des publications techniques et des guides en français ou des ouvrages démonstratifs directement en lien avec les gestionnaires. Et on fait aussi des articles scientifiques. Donc l'idée, c'est de travailler directement en lien avec le monde de la gestion. Donc, comme je l'ai expliqué, on cherche à restaurer les fonctions écologiques des berges. Et on s'est intéressé à savoir quelle était la restauration des fonctions d'habitat, quelle capacité de restauration des fonctions d'habitat avaient ces berges. Et on a travaillé sur la biodiversité, sur un gradient de naturalité, depuis des enrochements jusqu'à des berges naturelles, en passant par plusieurs techniques de génie biologique. Et on s'est intéressé à 3 compartiments taxonomiques, au végétal, aux coléoptères terrestres et aux macro-invertébrés benthiques. Donc notre gradient de naturalité, qu'est-ce que c'est? C'est des enrochements d'un côté, des techniques mixtes qui associent enrochement et génie végétal, des techniques de génie végétal, plus ou moins légères, et des berges naturelles. Donc on a un gradient depuis du purement minéral jusqu'à du purement végétal. Et on a étudié la végétation, et on a trouvé une diversité plus forte sur les berges naturelles et mixtes que sur les enrochements, et des compositions spécifiques et fonctionnelles différentes. Pour les coléoptères, on a trouvé une plus grande diversité sur les berges végétalisées que sur les enrochements. Également, pour les macro-invertébrés, on a trouvé une plus grande diversité spécifique et une composition fonctionnelle particulière sur les berges naturelles par rapport aux berges enrochées. Et on a travaillé aussi en intégrant les 3 taxons, avec des proxys de la biodiversité comme la multidiversité, et on a montré qu'elle augmentait significativement avec l'intégrité écologique des berges. Donc ces travaux-là permettent d'expliquer à la fois au monde de la recherche et au monde de la gestion en quoi ces techniques permettent de se rapprocher des milieux naturels. Et on peut le quantifier.
Ensuite, il y a un facteur majeur d'échec du génie végétal, c'est la sécheresse. Or, les sécheresses estivales risquent d'augmenter avec le changement climatique. Donc, il y a un vrai enjeu à développer des techniques et trouver des espèces pour face à ces contraintes de sécheresse. Donc, on a travaillé pour cela sur différentes espèces de saules et de tamaricacées en conditions contrôlées et également sur des ouvrages expérimentaux en berge. L'idée étant toujours de coupler en fait des ouvrages, des conditions contrôlées avec des conditions de terrain en lien avec les gestionnaires. Et pour les saules, on a pu montrer des réponses différentes des espèces et populations et une grande variabilité intraspécifique, à même de proposer plutôt certaines populations que d'autres. Et puis, on a travaillé par exemple sur le tamaris de France, Tamaris gallica, et on a montré qu'il donnait de très bonnes capacités pour le génie végétal, même en cas de conditions très sèches. On a aussi travaillé sur la façon dont ces ouvrages pouvaient résister aux espèces exotiques envahissantes. Là aussi, on a travaillé en conditions contrôlées, en faisant pousser, on s'est intéressé par exemple sur ces images à la renouée du Japon. Donc on a travaillé en mésocosme dans des bennes de camions, en mettant en compétition du saule et de la renouée du Japon. Et puis on a travaillé aussi sur l'effet des lixivia de la renouée sur la croissance des boutures de salicacées. Et pareillement, on a couplé ces expérimentations avec des études in situ en lien avec les gestionnaires. Et les principaux résultats, c'est qu'on a pu montrer que la renouée du Japon inhibait la croissance des boutures de salicacées avec des composés allélopathiques et qu'un couvert dense de saule réduisait la croissance de la renouée. Donc on a pu quantifier et donner des conseils aussi pour la gestion à partir de ces résultats. Et on a également pu montrer que le recouvrement en espèces exotiques envahissantes était significativement supérieur sur les enrochements. On a travaillé aussi sur un autre aspect, sur la résistance mécanique des ouvrages de génie végétal. Il faut savoir que, autant pour le génie civil, c'est simple de dimensionner le génie civil, on peut mettre le béton dans une équation, autant le mettre le vivant dans une équation, c'est beaucoup plus compliqué de trouver les limites mécaniques. Donc aujourd'hui, un des freins au développement du génie végétal, c'est l'absence de règles mécaniques de dimensionnement. Donc on y a travaillé avec des mécaniciens et des hydrauliciens. On a d'abord développé des ouvrages expérimentaux dans des conditions inédites, sur des pentes de 5 à 10%, parce qu'il était dit que ça pouvait tenir que sur des pentes de 1%. Donc on a voulu les tester sur des pentes supérieures, avec des ouvrages qui ont été construits sur des torrents. Et puis sur ces ouvrages et sur d'autres, on a fait un retour d'expérience pour calculer la contrainte tractrice en newton par mètre carré que les ouvrages pouvaient affronter en fonction de leur âge, puisque la résistance mécanique des ouvrages dépend du développement des végétaux. Plus le temps passe, plus les ouvrages sont résistants. Et ce qu'on a pu ainsi montrer, c'est que des ouvrages de génie végétal pur pouvaient résister sur des cours d'eau de pente à 5 à 10%. Et on a aussi précisé les modalités de réalisation d'ouvrages sur le plan technique, sur des torrents de montagne et sur des milieux d'altitude, ce qui n'avait pas été fait jusque-là. Et enfin, le recueil d'expériences a permis de définir de nouvelles valeurs de résistance pour les ouvrages de génie végétal, valeurs qui diffusent auprès des bureaux d'études et des concepteurs. Voilà, je vais donc passer à quelques perspectives pour ces travaux sur lesquels on travaille actuellement. On travaille au développement d'un projet avec d'autres laboratoires pour voir comment ces berges aménagées peuvent participer, retrouver leur fonction de régulation de flux de carbone et d'azote. Il est probable d'ailleurs qu'on introduise aussi avec d'autres laboratoires d'autres polluants comme les micropolluants. Donc pour cela, on va travailler également sur un gradient avec des berges naturelles, des berges en génie végétal et des berges en rocher. Et on va regarder comment évoluent ces flux de matière le long de ces berges, comment on peut restaurer cette fonction. Voilà les différents laboratoires et bureaux d'études qui sont partie prenante de ce projet. On travaille également, voilà, ça c'est juste pour faire un petit rappel sur les disciplines. Ça fait des disciplines en plus là, parce qu'on travaillera avec des microbiologistes et puis également avec des chimistes. Et puis on travaille en lien avec des sociologues de l'ENS de Lyon sur la perception de ces ouvrages
et en lien aussi avec des partenaires québécois. Et les questions qu'on se pose sur le même gradient de naturalité, c'est on a des métriques écologiques qui estiment la biodiversité, des métriques qui nous permettent d'évaluer la biodiversité, mais on voudrait voir en quoi ces métriques correspondent à la perception des riverains et des gestionnaires en fonction de l'État, que ce soit l'État français ou la province de Québec. Et puis, on voudrait voir aussi comment est perçue la patrimonialité des espèces végétales des deux côtés de l'Atlantique. On s'intéresse également aux berges du Rhône et à la restauration passive. Alors, juste pour mémoire, la restauration passive, c'est la cessation d'une perturbation humaine. Par exemple, on enlève un barrage, on enlève des endiguements, on enlève un prélèvement d'eau, et du coup on restaure les conditions abiotiques initiales, alors qu'une restauration active verrait la mise en place de travaux, de végétaux, etc., comme j'ai montré un peu avant. Donc on laisse les processus naturels, et notamment les crues, restaurer les écosystèmes. Donc voilà, ici c'est les berges du Rhône, avec ici les casiers Girardon, qui ont été installés au siècle dernier, enfin à la fin du 19e, sur les berges du Rhône, ici, qui viennent stabiliser et bloquer les berges et bloquer toute érosion. Et puis, c'est démantelé et des bancs sont recréés. Et les questions sont de caractériser les dynamiques successionnelles et les trajectoires des écosystèmes. Est-ce qu'on va avoir des trajectoires historiques ou est-ce qu'on va faire des nouveaux écosystèmes? Et quel type de biodiversité patrimoniale on va avoir? Tout ça pour voir aussi l'intérêt de faire ces travaux et donner aussi des directions pour la suite des opérations, puisque l'idée est de redonner un peu de naturalité à cette rivière qui a été très très fortement corsetée, enfin à ce fleuve. Et on s'intéresse aussi au processus écologique à l'œuvre en travaillant sur les traits fonctionnels. Et voilà, on cherche à préciser les objectifs pour la suite. Sur les perspectives, je terminerai avec le projet Protégé, qui est un projet qui inclut ici toutes les disciplines possibles, puis c'est un projet à l'échelle du territoire. Donc aux Antilles, les berges elles ressemblent souvent à ça, de l'enrochement et du béton. Et puis nous, on aimerait bien qu'elles ressemblent plus à ça, avec des arbres et puis les successions végétales, les séries végétales qu'on peut avoir en berge de cours d'eau. Et on a d'abord travaillé, autant en métropole, on connaît les ripiciles, donc on peut recréer les modèles naturels. Aux Antilles, on n'a pas les connaissances. Donc on doit d'abord déterminer, on en est là, la typologie des ripiciles pour connaître les milieux à reconstruire. Et puis on travaille aussi à définir les capacités biotechniques des espèces, c'est-à-dire leur capacité à être utilisées en génie végétal. On travaille au choix des espèces et au choix de techniques qui soient adaptées au milieu tropical. On a des contraintes qui sont autres que celles qu'on peut rencontrer par exemple en Europe de l'Ouest ou en Amérique du Nord. Et puis on travaille au développement d'outils de transfert comme des guides, sites internet ou ouvrages de démonstration. J'en viens maintenant à ma conclusion pour rappeler qu'on est dans un changement de paradigme. La restauration, on sait maintenant qu'on ne peut pas restaurer un système historique exactement fidèle au passé et qu'il est parfois impossible de retourner dans ce passé, mais qu'on suit en fait une pluralité d'objectifs que l'on considère comme moralement importants. Par exemple, le retour d'une certaine biodiversité ou la persistance de certaines espèces, voire même la résilience des écosystèmes. Et en ce qui concerne les espèces exotiques envahissantes, on sait aussi que les espèces exotiques envahissantes ne menacent pas directement la biodiversité à l'échelle continentale. En tout cas, c'est très discuté. Et qu'avec le changement global qu'on est en train de vivre, on a un changement radical à accompagner et que les espèces exotiques envahissantes constituent aussi une opportunité pour accompagner ce changement global, même si elles présentent un certain nombre d'inconvénients, j'en suis bien conscient. Donc vis-à-vis des espèces exotiques envahissantes, il me paraît important d'avoir des actions avec des objectifs explicites, raisonnables et atteignables, ce qui n'est pas toujours le cas aujourd'hui. Donc je dirais que c'est la valeur morale assignée à l'espèce ou à l'écosystème qui va fixer les objectifs de gestion de restauration, bien sûr hors contraintes de santé, de gestion de sécurité, hors contraintes de gestion forte. Mais en termes de biodiversité, en fait, on se retrouve souvent ici sur cette valeur morale qu'on lui assigne. Je rebondirai un peu aussi sur cette séparation homme-nature là dont on a parlé, cette disjonction entre l'homme et la nature, qui s'est sans cesse accentuée depuis l'aube de la civilisation judéo-chrétienne. Et c'est elle qui a permis cette dégradation de l'environnement. Donc
Edgar Morin il propose de remplacer ce paradigme de disjonction par un paradigme qui permet de distinguer sans disjoindre, hein, de regarder les deux, mais dans un tout. Donc on ne fusionne pas et on n'oppose pas, mais on interroge leur coordination au sein d'un tout pour le développement d'interactions harmonieuses au bénéfice réciproque. Et puis je voudrais aussi dire que le rôle de la compétition interindividuelle a souvent été surestimé pour expliquer les structures des communautés. On sait aujourd'hui que la coopération chez les végétaux explique beaucoup de choses. On voit ici un exemple de graphe racinaire entre arbres en milieu boréal. On voit bien qu'il y a de la coopération. On sait aussi aujourd'hui que les réseaux fongiques peuvent former des autoroutes souterraines pour carbone et nutriments. Donc que sous terre, en milieu naturel, il se passe énormément d'interactions, d'échanges positifs et que tout n'est pas expliqué par la compétition, loin de là. Et ça amène certains à dire qu'une communauté fraternelle semble vivre sous nos pieds, chaque individu procédant d'un même tout. Donc, ce que je voulais dire aussi, c'est que les travaux que je vous ai présentés n'existent que grâce à la coopération avec les collègues en interne et en externe, que la compétition entre les êtres humains n'améliore pas les résultats. La compétition conduit à une diminution de la qualité du travail par des actions de sabotage qui contrebalancent l'effet bénéfique attendu de la compétition. Ça a été montré par des expérimentations de la modélisation. Et que le travail d'équipe est miné par les incitations et les bonus accordés au niveau individuel, mais que la gratification accordée à l'échelle de l'équipe renforce la coopération entre ses membres et sa productivité. C'est aussi renseigné par des études. J'en rajouterai une couche en disant que la mesure individuelle des performances et du mérite met chacun en concurrence avec les autres, alors même que la performance dépend de la coopération entre tous. Voilà, c'est pour le plaidoyer sur la coopération. Et je dirais que comme pour la coopération entre les végétaux, entre les disciplines, et à l'opposé de la fascination exercée par un modèle darwinien de compétition, il y a lieu de développer une interdisciplinarité humble et bienveillante à l'égard des hommes et des écosystèmes. Et c'est ce qu'on cherche à expliciter, à formaliser scientifiquement ces interactions et cette interdisciplinarité appliquée à la gestion durable des berges de cours d'eau. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention.